StudyGate Digital Learning Technologies. Œil rouge. On va commencer le cours par un rappel anatomique. Donc le globe oculaire est formé de 3 tuniques. Une tunique extérieure, c'est une tunique fibreuse qui est formée en avant par la cornée et qui se continue en arrière par la sclère. Il y a le blanc de l'œil sur laquelle s'insèrent les muscles oculomoteurs. Deuxième tunique, c'est une tunique vasculaire qui est formée d'avant en arrière par l'iris, le corps ciliaire, puis la choroïde. Troisième tunique, c'est la tunique la plus intérieure, c'est une tunique nerveuse qui est formée par la rétine et qui va converger pour donner le nerf optique. Bien sûr, avec ces 3 tuniques, on a les cavités internes qui sont remplies par l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré. Donc l'œil est divisé en 2 segments par rapport au cristallin. On a le segment antérieur, donc tout ce qui est avant le cristallin, y compris le cristallin. Donc on a la cornée, l'iris, le corps ciliaire et le cristallin. Ce segment antérieur est lui-même divisé en 2 parties. Une chambre antérieure et une chambre postérieure par rapport à l'iris. Donc tout ce qui est en avant de l'iris, donc en avant de la pupille, c'est la chambre antérieure. Donc mahsoura bin l'iris et la cornée. Et tout ce qui est en arrière de l'iris, donc mahsoura bin l'iris et le cristallin, c'est la chambre postérieure. Donc c'est le segment antérieur. Le segment postérieur commence au-delà du cristallin. Donc il est composé à la fois de la sclère, la choroïde, la rétine et le corps vitré. Et dans notre cours l'œil rouge, ce qui nous intéresse, c'est surtout le segment antérieur. Donc à part la sclérite qui peut donner un œil rouge, donc même si ça appartient au segment postérieur, toutes les autres étiologies, ça fait partie du segment antérieur. Continuons le rappel anatomique maintenant avec l'angle iridocornéen. C'est très important puisque ça constitue la principale voie de résorption de l'humeur aqueuse et donc très important à connaître pour comprendre la physiopathologie du glaucome par fermeture de l'angle. Il y a bien évidemment la partie la plus importante du cours. Donc l'angle iridocornéen, il est délimité par 2 parois. Une paroi antéro-externe formée par la jonction cornéo-sclérale, c'est le lame sclérocornéen, et une paroi postéro-interne qui est formée par la racine de l'iris. Et au sommet de l'angle, on a le muscle ciliaire. Donc, la physiologie de l'humeur aqueuse, c'est un filtrat à partir du plasma. Elle est produite au niveau des procès ciliaires, du corps ciliaire. Elle est sécrétée d'abord dans la chambre postérieure. Elle va gagner la chambre antérieure à travers la pupille, qui est une ouverture. Et dans la chambre antérieure, elle va subir des modifications de sa composition du fait des échanges avec les tissus rencontrés. Finalement, elle va être évacuée au niveau de l'angle iridocornéen à travers le trabiculum, qui est un tamis, donc ghourbé. Le ghourbé, il recouvre le canal de Schlem. Donc, il t'attend l'humeur aqueuse dans le canal de Schlem, puis ça va rejoindre la circulation générale via les veines épisclérales. Donc, c'est la voie majeure. 90% des cas, c'est la voie trabiculo-canaliculaire. Enfin, une autre voie accessoire, c'est ce qu'on appelle la voie uvéosclérale. On voit que l'humeur aqueuse, donc, elle joue un rôle métabolique très important. Donc, elle va évacuer les métabolites toxiques, elle va jouer un rôle nutritionnel, surtout pour la cornée, qui n'est pas vascularisée, bien évidemment. Elle joue aussi un rôle optique, et surtout, le rôle primordial, c'est la détermination de la pression intraoculaire, qui, dans la situation normale, doit être inférieure ou égale à 22 mm de mercure. Revenons maintenant à l'œil rouge. Donc c'est un enjeu très important. Devant un œil rouge, il peut s'agir d'une pathologie très grave menaçant la fonction visuelle, comme il peut s'agir d'une pathologie bénigne qui ne nécessite même pas un traitement parfois. Donc il faut faire la différence.
C'est un enjeu très important. D'emblée, donc, on peut dire quelles sont les pathologies graves devant œil rouge. Ce sont au nombre de 3. Il faut les retenir. C'est surtout le glaucome aigu par fermeture de l'angle, la kératite aiguë et l'uvéite antérieure. Pour répondre maintenant aux sous-objectifs diagnostiques de gravité devant une rougeur oculaire, il faut savoir qu'il y a des signes de gravité liés au contexte, au nombre de 2, surtout la notion de traumatisme oculaire. Donc, tout œil rouge dans un contexte de traumatisme oculaire, ça doit chercher un corps étranger superficiel. Donc, notamment, il faut retourner les paupières inférieures et supérieures et parfois même, il faut faire une radiographie de l'orbite. Avec allège, donc, tout œil rouge devant un traumatisme oculaire, c'est grave. Deuxième contexte, c'est en post-chirurgie oculaire récente. À la khatre, il y a un risque d'endophthalmie. Donc, toute chirurgie oculaire récente, œil rouge, c'est un signal d'alarme. À part les données relatives au contexte, le siège de la rougeur en lui-même, ça conditionne la gravité de la rougeur. Dans ce cas, ce n'est pas la rougeur diffuse qui est grave, ni la rougeur en nappe, ni la rougeur en secteur, c'est la rougeur localisée en cercle périkératique. C'est le seul siège grave et qui traduit toujours une atteinte sévère du segment antérieur de l'œil. À la khatre, tout simplement, les 3 pathologies graves, le glaucome aigu par fermeture de l'angle, l'uvéite antérieure aiguë, la kératite, et le cercle périkératique. Troisièmement, les symptômes associés, donc les signes fonctionnels, surtout les douleurs oculaires. C'est surtout les douleurs oculaires importantes, la sensation de grains de sable banal et la baisse de l'acuité visuelle. Donc, les 2 symptômes, ça traduit toujours une affection oculaire grave. Et à l'examen, on a l'œdème cornéen qui traduit une asphyxie endothéliale, l'altération du réflexe photomoteur, surtout on voit le glaucome par fermeture de l'angle à cause de la semi-mydriase aréflective. Donc c'est un signe de gravité. L'hypertonie oculaire, kif, le signe donc du glaucome aigu par fermeture de l'angle. Et la vision de halo coloré. La vision de halo coloré est liée surtout à l'œdème cornéen, alors le glaucome aigu. Donc c'est un signe de gravité. On va maintenant développer les étiologies d'un œil rouge. Pour cela, il y a 3 cadres étiologiques. On va commencer donc par les étiologies les plus banales et on va progressivement aller aux étiologies les plus graves. Donc on va commencer par les étiologies d'un œil rouge non douloureux sans baisse de l'acuité visuelle. La première étiologie, c'est l'hémorragie sous-conjonctivale. Donc c'est une rougeur conjonctivale qui est localisée en nappe. Parfois elle est diffuse, surtout si le patient est sous anticoagulant. Mais c'est une rougeur qui est homogène, qui est spontanée. L'hémorragie sous-conjonctivale, elle est fréquente, elle est le plus souvent banale et régresse en quelques semaines sans traitement. Mais attention, ça doit faire rechercher une hypertension artérielle et dans un contexte traumatique, 2 réflexes très importants. Il faut retourner surtout la paupière supérieure à la recherche d'un corps étranger intraoculaire et surtout ne pas passer à côté d'une plaie sclérale. Deuxième étiologie, c'est la conjonctivite, que ce soit bactérienne, virale ou allergique. Donc c'est une rougeur conjonctivale diffuse qui prédomine au niveau du cul-de-sac conjonctival inférieur. Cliniquement, on a une sensation de grains de sable de corps étranger avec des sécrétions qui vont coller les paupières, surtout le matin. Pour la conjonctivite bactérienne, le plus souvent, c'est à grains positifs, staphylocoque ou streptocoque. Donc, les sécrétions sont mucopurulentes. Pour la conjonctivite virale épidémique, la plus fréquente, c'est surtout à adénovirus. Donc, le plus souvent, c'est une atteinte bilatérale en 2 temps. Donc, il y a atteinte d'un œil, puis autocontagion, extension vers l'autre œil. Un signe très important pour la conjonctivite virale, c'est l'adénopathie prétragine sensible, où les sécrétions sont très abondantes et la contagiosité très importante pour la conjonctivite virale. Pour la conjonctivite allergique,
c'est souvent la conjonctivite pollinique saisonnière. Donc c'est d'emblée bilatéral. Le terrain est généralement atopique connu. On a le prurite conjonctival. Et généralement les sécrétions sont peu abondantes. Juste à connaître, la conjonctivite à chlamydia, la conjonctivite à inclusion qui est souvent associée aux infections sexuellement transmissibles, donc aux vaginites ou aux urétrites, ou à la conjonctivite à chlamydia qu'on appelle le trachome. En fait, c'est une des premières causes de cécité après le cataracte, fait tiers-monde. Allez, ça se complique souvent de kératite. Troisième étiologie, c'est le syndrome sec oculaire, donc lié à l'insuffisance de sécrétion lacrymale. Donc ça donne une rougeur oculaire qui est diffuse, avec une sensation de grain de sable, mais absence de sécrétion. Dans ce cas, le syndrome sec oculaire, pour confirmer le diagnostic, on a recours à des examens fonctionnels qui m'attestent du Schirmer, le verre de l'hysamine ou le break-up time. Les étiologies, surtout chez le sujet âgé, l'involution sénile des glandes lacrymales, mais ça peut faire suite à un syndrome de gouge rouge aux graines, surtout chez les femmes âgées, ou bien c'est dû le plus souvent à l'utilisation des parasympatholytiques, surtout les antidépresseurs tricycliques. Donc c'est un effet indésirable très connu. Et dans ce cas, le conjonctivite ou syndrome sec oculaire, même si c'est banal, attention, il faut bien les traiter, surtout le syndrome sec oculaire. Il faut donner les larmes artificielles. À la khatre, il y a un risque de kératite, donc toile est une pathologie grave. Deuxième cadre étiologique, on va parler d'un œil rouge, douloureux, sans baisse de l'acuité visuelle. Nous avons deux étiologies à prendre, tout simplement, l'épisclérite et la sclérite. L'épisclérite, c'est une inflammation localisée à l'épisclère. L'épisclère, c'est une enveloppe qui couvre la sclère lombaire. La rougeur, elle est en secteur. Ça touche généralement le secteur temporal. Et notion très importante, c'est la disparition de la rougeur après instillation d'un collyre vasoconstricteur, la niosiniéphrine. Donc le test à la niosiniéphrine est positif à l'épisclérite. Attention, ça différencie l'épisclérite, sclérite, ça disparaît pas. La douleur oculaire elle est modérée fait l'épisclérite. L'examen du segment antérieur est normal, mais parfois on peut trouver des nodules tard l'épisclère. Le plus souvent, l'épisclérite est banale, idiopathique, mais ici, ça récidive. Il faut chercher une maladie du système sous-jacent. Pour la sclérite, c'est une inflammation localisée au niveau de la sclère. Dans ce cas, les douleurs oculaires sont plus importantes. C'est des douleurs majorées à la mobilisation du globe. On peut avoir aussi une photophobie, surtout qui te la portion antérieure donc, de la sclère. La rougeur localisée en secteur parfois peut être diffuse, raouf sclérite, et ne disparaît pas à l'instillation de niosiniéphrine. Le test donc à la niosiniéphrine est négatif et sclérite. Ou sclérite, ça requiert toujours la recherche d'une maladie du système sous-jacente. Troisième cadre étiologique, donc le plus important maintenant, c'est l'œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle. Donc là, on va parler des pathologies graves. On débute donc avec la kératite aiguë qui est définie par la présence d'une atteinte cornéenne, notamment une ulcération. Donc elle se manifeste cliniquement par des douleurs oculaires superficielles très importantes. La cornée est aussi un des organes les plus richement innervés, avec un larmoiement, une photophobie, un blépharospasme. Vous faites l'examen, bien sûr, on va trouver un cercle périkératique lié à la vasodilatation des vaisseaux conjonctivaux au niveau de l'âme sclérocornéen. Par contre, la baisse de l'acuité visuelle est très variable, suivant la localisation de l'atteinte cornéenne. Ken, c'est au niveau de l'axe visuel, on va trouver une baisse de l'acuité visuelle, sinon on ne va pas trouver. Donc, comment confirmer le diagnostic de kératite aiguë? C'est par l'examen à la lampe à fente après imprégnation par la fluoricine. La fluoricine, c'est un colorant qui va occuper les ulcérations. Vous faites le mur bleu, on va le voir sous forme verdâtre. Donc, les ulcérations, selon leur répartition, ça va donc nous orienter vers l'étiologie. Pour la kératite herpétique, par exemple, on va trouver un aspect arborescent en feuilles de fougère
parfois même étendue en carte de géographie. Donc c'est très pathognomonique de la kératite herpétique. Attention, la règle absolue de ne jamais prescrire une corticothérapie locale sans avoir éliminé une kératite herpétique. على خاطر فما risque كبير kératite profonde par atteinte stromale qui peut laisser une baisse d'acuité visuelle définitive. Pour les kératites à adénovirus qui peuvent compliquer une conjonctivite à adénovirus, donc on parle de kératoconjonctivite, ça peut se traduire par des petites ulcérations disséminées, c'est ce qu'on appelle la kératite ponctuée superficielle. Pour les kératites bactériennes, il s'agit souvent de la surinfection bactérienne d'une ulcération traumatique, donc soit un coup d'angle, branche d'arbre, ou d'une ulcération survenue sous une lentille de contact. Dans ce cas, on va trouver une ulcération et derrière cette ulcération, on va trouver un hypopion. C'est un niveau liquide purulent au niveau de la chambre antérieure, ce qu'on appelle d'ailleurs ulcère à hypopion. Ou femme à la kératite amibienne, surtout chez les porteurs de lentilles de contact, il faut toujours l'évoquer. Pour le syndrome sec, ça peut donner aussi des kératoconjonctivites sèches. Deuxième étiologie, c'est les uvéites antérieures, ce qu'on appelle iridocyclite, donc inflammation de l'iris plus courcilière. Dans ce cas, il faut apprendre les données de l'examen à lampe à fente. On trouve le cercle périkératique, la transparence cornéenne, elle est normale, axe, donc le kératite, il y a une diminution de la transparence de la cornée juste au niveau de l'ulcération, ou axe, le glaucome aigu par fermeture de l'angle, la transparence cornéenne elle est diminuée par l'œdème cornéen. On trouve un phénomène de Tyndall qui est dû à la présence de protéines ou des cellules inflammatoires circulant dans les muqueuses. On trouve des précipités rétrocornéens, c'est des dépôts de cellules inflammatoires à la face postérieure de la cornée. On trouve aussi une pupille en myosis, parfois des adhérences inflammatoires entre la face postérieure de l'iris et la capsule antérieure du cristallin, c'est ce qu'on appelle les synéchies iridocristalliniennes ou synéchies postérieures, qui peuvent être responsables d'une déformation pupillaire, donc le pupille mâchoire circulaire. Ou avec allège d'ailleurs, fait l'uvéite antérieure, on donne systématiquement des collyres midriatiques pour éviter ces accoulements inflammatoires. Remarque très importante, dans l'uvéite, on peut trouver une hypotonie oculaire, mais parfois on peut trouver même une hypertonie oculaire. Tant je vous fais ma déforme, ce qu'on appelle les uvéites hypertensives. Ou l'uvéite antérieure, l'examen à fond d'œil systématique. Alors devant un œil rouge, l'examen à fond d'œil n'est pas systématique. À la khatre qui les étiologies, c'est souvent le segment antérieur, donc ça sert à rien d'explorer le segment postérieur. Sauf l'uvéite antérieure, à la khatre, on doit chercher systématiquement l'association à une uvéite postérieure. À la khatre, femme a des étiologies qui donnent des uvéites antérieures et des uvéites postérieures, ce qu'on appelle panuvéite, surtout la sarcoïdose et la maladie de B7. Troisième étiologie, c'est la plus importante, c'est le glaucome aigu par fermeture de l'angle. C'est une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic il est sévère en l'absence de traitement en urgence, c'est la cécité définitive. C'est une maladie qui est relativement rare, mais qui a le glaucome chronique à angle ouvert qui est fréquent. C'est une maladie essentiellement biométrique, donc GFQCM surtout. Allez, à la khatre femme, des facteurs prédisposants. Surtout la forte hypermétropie, donc si la longueur axiale du globe oculaire est courte. Deuxièmement, le gros cristallin, avec allège tir surtout chez les personnes âgées supérieures à 50 ans, le cristallin yekber بالعمر. Troisièmement, la chambre antérieure elle est étroite, donc profondeur à 2 mm. Quatrièmement, l'angle iridocornéen est étroit. C'est souvent la racine de l'iris qui est en contact avec la face postérieure de la cornée. Sur le plan physiopathologique, alors, qui fait la crise? Donc d'abord, le primo movens, c'est la survenue d'une midriase. D'ailleurs, les facteurs déclenchants, c'est des facteurs qui entraînent une midriase à la base. Une fois tiré le midriase, il y a un accoulement de la face antérieure du cristallin et de la face postérieure de l'iris sur 360 degrés. L'iris, il est bloqué, il ne peut pas revenir à sa position normale, c'est un blocage pupillaire. Donc c'est le blocage pupillaire, c'est le blocage numéro 1, mot-clé, lié à l'accoulement de l'iris au cristallin. L'humeur aqueuse ne peut plus passer, elle va s'accumuler donc dans la chambre postérieure.
et elle va refouler la racine de l'iris vers l'avant. C'est ainsi, la racine de l'iris vient s'appliquer au devant du trabéculum, c'est ce qu'on appelle le blocage prétrabéculaire. Donc l'angle iridocornéen se ferme et l'humeur aqueuse n'est plus évacuée à travers le trabéculum. Donc que ce soit l'humeur aqueuse de la chambre postérieure, elle est bloquée, et aussi l'humeur aqueuse de la chambre antérieure, elle est aussi bloquée. Conséquence, donc, la pression intraoculaire va augmenter, va même atteindre des chiffres de 60 à 70 mm de mercure. Cette hypertonie majeure va entraîner d'abord une altération de l'endothélium cornéen. Donc, il y aura cliniquement l'œdème cornéen, donc buée épithéliale, donc un aspect glauque, c'est des synonymes. Deuxièmement, une ischémie du sphincter aérien qui va encore contribuer à la semi-mydriase aréflectique. Et troisièmement, la conséquence la plus dangereuse, c'est l'atrophie optique par neuropathie ischémique. Donc en fait, la pression artérielle systolique fait l'artère centrale de la rétine qui irrigue le nerf optique, c'est 70 mm de mercure. Donc dès que la pression égalise ou dépasse cette valeur, il y aura arrêt de la vascularisation, donc ischémie et nécrose. Cliniquement, alors comment ça se passe? D'abord, il faut apprendre par cœur les facteurs déclenchants d'imagiophycocm. Donc ce sont toutes les circonstances qui entraînent une mydriase, surtout l'obscurité. Puis on a les médicaments, surtout les collyres mydriatiques, donc c'est fréquent, la crise de glaucome par fermeture de l'angle après une dilatation pour un examen de fond d'œil. On a aussi les médicaments parasympatholytiques, surtout l'atropine ou les anticholinergiques, donc ils mangent les antispasmodiques, les neuroleptiques, les antiparkinsoniens ou les antidépresseurs tricycliques. Aux femmes, les médicaments à action sympathomimétique, surtout les bronchodilatateurs, l'asthme. Il y a aussi le stress, l'émotion, donc d'imagiophycocm, c'est un facteur déclenchant possible, l'intense concentration et surtout le réveil d'une anesthésie générale. Donc, ça peut déclencher même une crise de glaucome par fermeture de l'angle d'emblée bilatérale. On a aussi le froid. Donc, si la femme a des facteurs de risque Z à apprendre, c'est surtout la femme supérieure à 50 ans, donc c'est un facteur de risque. Les antécédents familiaux de GFA, donc c'est un facteur de risque reconnu. Cliniquement, alors, les signes fonctionnels, c'est des douleurs oculaires très profondes, très intenses, au devant de la scène et qui irradient dans le territoire de trijumeau. Avec cette douleur très importante, on a une baisse de l'acuité visuelle très marquée, brutale, une perception des halos colorés liés à l'œdème cornéen et on a des signes vago-majeurs, des nausées et vomissements, ou parfois même un syndrome abdominal aigu. Donc ces patients peuvent même consulter l'urgence chirurgicale. À l'examen physique, on va trouver alors le cercle périkératique. La transparence de la cornée elle est diminuée, donc c'est l'œdème cornéen. L'acuité visuelle elle est effondrée. On a un patient qui est bloqué en semi-mydriase aréflective, donc le réflexe photomoteur il est aboli. La chambre antérieure elle est étroite. On fait le goniomètre, donc on va trouver l'angle iridocornéen qui est fermé. Le globe oculaire il est dur, fait le palpation digitale, dur comme une bille. Une femme a Z, le tonomètre il est à la pression, on va trouver une hypertonie majeure, donc 40 à 60 mm de mercure, voire plus. Ou l'un réflexe très important, l'examen de l'autre œil doit être systématique. On va trouver généralement la même prédisposition anatomique. D'ailleurs, fait traitement Z, donc bref traitement de l'œil atteint, on doit systématiquement traiter l'œil à Delphes. On va faire une iridotomie périphérique à but préventif. Avec donc le glaucome par fermeture de l'angle, c'est une maladie guérissable définitivement. Une fois on a fait l'iridotomie, ça y est. Bien sûr, on va pas parler du traitement, à la khatre c'est hors programme. Donc dernière partie, on va parler du glaucome néovasculaire. Donc c'est un glaucome par fermeture de l'angle secondaire à l'obstruction de l'angle iridocornéen, surtout lié à la présence de néovaisseaux au niveau de l'angle iridocornéen. C'est ce qu'on appelle la rubéose aérienne. C'est la présence de vaisseaux anormaux au niveau de l'iris. Donc, la rubéose aérienne, c'est toutes les pathologies ischémiques de la rétine, surtout la rétinopathie diabétique proliférante, l'occlusion de la veine centrale de la rétine,
ou bien fait décollement rétinien non traité. Ou femme donc le glaucome par fermeture de l'angle secondaire kif, mais n'est pas lié à la présence de niveaux sauts, lié à la présence par exemple de synéchie iridocristallinienne qui m'a dit le tissu fibreux, donc il va bloquer l'angle. هذا نشوفوها في اللوفيت surtout في اللوفيت hypertensif. Ou femme donc le GFA secondaire a un bombement anormal de cristallin, surtout في cataracte intumescente. Donc le cristallin il va absorber beaucoup d'eau, il va bomber et il va bloquer l'iris en semi-médriase et toute la cascade باش تصير. StudyGate Digital Learning Technologies.